Chronique Midi, Jean-Jacques Seymour reçoit Jacques Chepinade, ancien candidat au présidentiel de 1995 et de 2012. Bonjour Jacques Chepinade. Bonjour à tous, bonjour à vous. Et merci d'être avec nous. L'élite qui nous conduit vers le chaos, c'est une vue de l'esprit ou une triste réalité? C'est la grande nuit néolibérale ou libérale, qui est en fait une dictature financière qui était tombée sur l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Ils se battent pour en sortir, maintenant elle tombe sur l'Europe. Voilà, qu'on nous conduit cette élite. Alors, cette élite pratique l'exploitation, l'exclusion, mais elle a ajouté à cela l'arme de la séduction. Et si vous lisez Femina Hebdo du dimanche, vous voyez l'illusion qu'on donne aux gens qui n'ont pas les moyens de participer à la consommation de ceux qui en ont. Et ça, c'est une autre arme de cette élite. Et cette élite, évidemment, nous mène à une situation où, faute de créer les ressources pour l'avenir, on est incapable de prendre en compte les générations futures. Donc, elle nous mène à la guerre. Elle nous mène à la guerre à partir d'une conception folle du profit à court terme et de l'exclusion. On est proche de la guerre, on va en parler tout à l'heure. Mais les États-Unis, on l'a appris hier, ne sont plus aujourd'hui la première puissance du monde, devancée par la Chine. On le voit bien, les lignes bougent, et la France dans tout cela. La Chine, en 30 ans, elle a sorti 1 milliard d'êtres humains de la misère. Il y a encore de la misère en Chine. Il y a 300 à 400 000 êtres humains, la misère, mais elle l'a sorti. Et la France, elle, recule. Notre industrie est en train de disparaître. Les services créent des emplois de bas niveau. Et voilà que à peu près 80%, un peu plus, d'emplois créés sont des CDD et 10% de l'intérim. On arrive à plus de 90% d'emplois précaires. Et la moyenne d'un CDD, c'est 10 jours. Donc, c'est intenable. Il ne peut plus y avoir de formation. Il ne peut plus y avoir de développement. On a une société où un Français sur 3, 2 sur 3 même, disent certains, a connu quelqu'un dans sa famille ou parmi ses amis qui est dans la misère. Il y a 10% de Français qui sont glaneurs, qui viennent à la fin des marchés, devant les produits périmés des supermarchés, prendre de la nourriture. Je suis venu d'Amérique du Sud en France dans les années 60, où il y avait un progrès. Et où ce progrès était partagé, même la droite était partisane d'un progrès, c'était De Gaulle à l'époque. On peut appeler de droite, c'est pas une grande discussion, mais enfin, il y avait un progrès. Aujourd'hui, on est dans la régression, et les 3/4 des Français pensent que leurs enfants et leurs petits-enfants vivront moins bien qu'eux. Si on pense comme ça, on va droit à sa mort. C'est pour ça qu'il faut en sortir. Alors, vous dites qu'aujourd'hui, le temps est venu, bien sûr, de changer le monde. Alors, comment? Et vous mettez déjà un préalable. Vous dites qu'il faut mettre fin au règne des faux monnayeurs. Le terme est fort. C'est pas fort du tout, parce que on a émis de l'argent, ce qui s'appelle des liquidités, une diarrhée monétaire. De la monnaie de singe? La monnaie de singe qui ne va pas à la production et qui ne va pas au travail. Où elle va? Elle tourne en rond dans une espèce de tourbillon de la spéculation à très court terme et de plus en plus à court terme, avec le fameux high frequency trading, le trading à haute fréquence, où on parie sur quelques secondes, voire quelques nanosecondes maintenant, et on prend un morceau au passage et on fait un bénéfice, on achète et on vend, et parfois on crée des mouvements de marché sans même que l'opération se réalise, simplement pour créer des mouvements de marché. Donc c'est une société de paris et du court terme. C'est pas la société du long terme. Quelqu'un a dit, pour revenir à la Chine, qu'il y a une différence entre la Chine et les pays du monde atlantique, c'est-à-dire l'Europe et les États-Unis. En Chine, on a un système certes autoritaire, mais on pense à ses enfants et à ses petits-enfants, et on est dirigé par des ingénieurs. En France, en Allemagne, aux États-Unis, on pense au marché, on pense à court terme, et on pense pas aux générations futures. Ça, c'est vous qui le dites. Mais vous dites aussi qu'il faut arrêter les instruments d'abêtissement. Ah, mais il y a un abêtissement mutuel assuré. Vous savez que l'inventeur de cela s'appelle Edward Bernays. C'était le neveu de Freud. Et il est allé aux États-Unis. Il est connu pour avoir promu la consommation de cigarettes dans les années 20. Il fallait un marché, donc il a organisé toute une show pour faire croire que la libération de la femme, c'était de fumer. Et lui-même a organisé quelque chose qu'on ne connaît pas, mais il y a un mural de Diego Rivera qui le montre. Il a organisé l'élimination de Jacobo Arbenz au Guatemala par Castillo Armas, qui était
dans les années 50, je crois que c'était en 1954, un coup d'État fasciste au Guatemala, promu par John Foster Dulles et Alan Dulles. Ces gens-là qui étaient les ennemis de toute politique de libération nationale. Or, aujourd'hui, les BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, auxquels s'ajoutent l'Indonésie, l'Iran, d'autres pays, l'Argentine. Ces pays-là ont une vision différente. Ils disent, notre intérêt, en réalité, c'est un développement mutuel. C'est pas de avoir une politique immédiate qui nous permette d'avoir un bénéfice, c'est de faire une politique de développement mutuel avec les technologies de pointe, les technologies de l'avenir, et en même temps avoir une ouverture pour les autres pays. Le dirigeant de l'Inde, auquel j'attendais pas qu'il dise une chose pareille, mais c'était extrêmement intéressant, Narendra Modi, a dit il faut organiser un mouvement dans le monde pour le développement économique et la justice sociale. Alors, il a organisé au Madison Square Garden, aux États-Unis, une réunion où il y avait des dizaines de milliers de ses compatriotes. Il a organisé aussi une réunion en Australie à l'occasion du G20. Xi Jinping voyage dans le monde entier. Il y a toute une politique. Michelle Bachelet, la dirigeante du Chili, a dit qu'elle était d'accord pour ce genre de projet. Il y a de grands projets, comme un nouveau canal au Nicaragua. Alors, les écologistes disent, c'est épouvantable, ça met en cause quelques poissons et la biodiversité. Mais il y a une certaine idée de grands projets. Il y a des voies de chemin de fer Atlantique-Pacifique que les Chinois sont prêts à financer en Amérique du Sud et qui réuniront autour d'un objectif commun des pays qui ne s'aimaient pas tellement, le Brésil, le Paraguay, le Chili, l'Argentine, la Bolivie. Et vous avez des dirigeants comme Evo Morales en Bolivie et Rafael Correa en Équateur qui ont cette même conception du monde. Donc vous avez cette conception des BRICS qui est une conception de la paix par le développement mutuel. Et pourquoi vous souhaitez que nous, Européens, nous nous associons justement aux BRICS? C'est la porte de sortie? Parce que, excusez-moi de l'expression, mais nous sommes en train de nous noyer dans notre vomi financier. Et il faut sortir de là. Et là, vous avez un développement. Alors c'est imparfait, c'est insuffisant, je n'aurais pas une admiration aveugle comme l'avaient les maoïstes français pour Mao Tse-tung dans les années 60. Non, pas du tout. Mais il y a là un autre mouvement dans une autre direction. Et c'est une direction de développement économique, c'est une direction de progrès social. Vous avez Evo Morales, qui était le chef syndicaliste des Cocaleros, des producteurs de coca. Et puis, il a évolué, il est au pouvoir, il a réfléchi. Il fait son 3e mandat, là. Il fait son 3e mandat, il a assuré un développement sans précédent de la Bolivie, sans accroître la dette étrangère, et il a dit, il nous faut l'énergie nucléaire, parce que nous pouvons la contrôler, la dominer, si c'est pour le peuple. Ça ne doit pas rester une élite nucléocrate, ça doit être pour le peuple, et nous avons le droit à cela, comme l'Iran réclame aussi le droit à cela, parce que c'est une façon pour nous d'arriver en fait à une forme d'énergie meilleur marché et pour tous, et en plus une forme d'énergie qui n'est pas polluante, moins polluante. Que nous amènerait cette attache aux BRICS, c'est-à-dire au Brésil, à la Russie, à l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud? Retrouver le rôle de la France qu'elle avait sous le général de Gaulle. C'est le discours de Phnom Penh, lorsqu'il met en garde les Américains contre leur politique au Vietnam. Il faut retrouver cette politique-là. Alors, on peut avoir une certaine espérance en ayant constaté que Hollande est allé voir Poutine. Pour lui dire... Pourquoi cela vaut? Parce qu'il avait peur? Il a peur de quelque chose? Il a compris que les États-Unis d'Obama et des républicains encore moins ne veulent pas du bien, et il a compris que Merkel ne veut pas du bien non plus. Donc, comme c'est un... Vous voulez dire qu'Obama et Merkel ne sont pas ses amis? C'était ses complices, mais quand on voit que les États-Unis et la politique de Merkel, la politique d'Obama, il faut pas dire les États-Unis, il faut dire la politique de Merkel, d'Obama et des républicains. Obama est un néoconservateur, en réalité, comme le sont les républicains. C'est un oncle Tom, il est au service de l'oligarchie financière, de Wall Street, de la City. Donc il voit que tous ces gens-là mènent à la guerre. Et à ce moment-là, Hollande peut-être comprend, et c'est quand même, il faut arrêter les frais. C'est pas bon pour la France. Il va voir Poutine. Alors c'est pas par grande politique, par une grande vision, mais c'est probablement, en ce qui concerne Hollande, par réalisme. Donc, il faut un changement de politique, parce que qu'est-ce qu'on a en France? Qu'est-ce qu'on nous propose, si on regarde la France? On nous propose de nous soumettre aux intérêts du capital financier, de la City, de Wall Street.
la droite et la gauche. La droite en France, la droite officielle, je l'appellerai pas républicaine, elle le mérite pas, mais officielle, veut une politique encore plus d'austérité que celle du gouvernement socialiste. Et on voit d'un autre côté le repli national de Marine Le Pen. Et la popularité de Marine Le Pen, due aux politiques de droite et de gauche, ce qu'elle appelle l'UMPS, c'était assez bien trouvé. Donc, mais c'est le repli national. Et on peut pas revenir au passé, on peut pas revenir à un repli national. D'où la France, la politique vraiment gaullienne, ou une politique qui correspond à la politique qui devrait être celle d'une gauche en France, gaulliste de gauche, je dirais, ça devrait être cette politique de coopération, d'entente, de détente et de coopération avec les pays émergents. Et si on ne le fait pas, la Russie se tournera vers la Chine. Et elle a commencé déjà. Elle a déjà commencé. Le contrat de 400 milliards sur 30 ans de pétrole. Et il y a des gens qui sont pour cette politique. Et je les comprends. Parce que qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu l'OTAN s'étendre dans les pays baltes, l'OTAN s'étendre en Pologne, et puis l'OTAN, à un certain moment, voulant rentrer en Ukraine. Alors, Hollande a dit quelque chose d'important à Poutine. Il a dit, moi, je suis tout à fait contre que l'OTAN s'étende en Ukraine. Oui. Donc, pour Poutine, c'est important de le savoir. Mais vous dites qu'il faut sortir de l'OTAN, de l'euro, de l'Union européenne. Il faut sortir parce qu'ils bloquent ce que nous devons faire. Parce que elles ont échoué. L'OTAN, l'Union européenne, l'euro ont échoué. Et c'est une même chose. Si vous regardez les articles des traités de l'Union européenne, il y a une confusion avec l'OTAN pratiquement. C'est la même chose. Les pays qui n'en sont pas, mais les autres, mais ceux-là doivent se soumettre à la politique générale des autres qui en sont. Donc, il y a une confusion des genres dans l'Union européenne. Et c'est plus l'Europe. Alors, pas de repli national, mais aller vers les BRICS, et en même temps, dire, il faut une autre Europe. Il faut refonder l'Europe. Il faut une Europe qui soit... Vous êtes pour l'Europe des nations, vous? Je suis pour l'Europe des nations, des patries. Je préfère patrie. L'Europe des patries, mais une Europe des patries qui n'est pas tournée vers elle-même, mais qui est tournée vers le monde. C'est la notion d'État-nation qu'on ne comprend pas. L'État-nation, c'était quelque chose au traité de Westphalie, en 1648, qui était basé sur le pardon des offenses et l'avantage d'autrui. Et en même temps, on oubliait les dettes, hein. C'est très intéressant que voir que cette conception, aujourd'hui, d'oubli des dettes qui étaient encourues pour la guerre, est partagée par un Rafael Correa, qui veut instituer un tribunal international d'arbitrage de la dette souveraine dans le monde. Rafael Correa, l'équatorien. Donc, on a cette politique-là qui constitue une ouverture par-delà ce qui nous tombe dessus, la chape de plomb des sociétés multinationales, et je dirais avec le relais en France des 4 grandes banques et des sociétés du CAC 40. Ça nous tombe dessus. Donc il faut sortir de là. Alors l'État-nation en arrière, ce n'est pas possible. Mais l'État-nation en avant, oui. Et l'État-nation en avant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un État-nation qui est, je dirais, en accord avec les intérêts communs de l'humanité. C'est pour ça que je suis partisan d'une politique de développement mutuel et harmonieux. Xi Jinping l'a dit, prenons-le au mot. Et d'autres l'ont dit aussi, Christina Kirchner l'a dit, Modi l'a dit, la présidente argentine Christina Kirchner, Dilma Rousseff l'a dit, Michel Bachelet l'a dit. Donc prenons-le au mot et faisons comme faisait De Gaulle. Disons comme faisait De Gaulle dans sa tournée en Amérique latine de 1964, on l'a oublié. Il dit, c'est le fameux discours la mano en la mano, on a retenu ça, mais il faut retenir autre chose. Il a dit, nous devons défendre ensemble la cause de l'humanité. Or, la politique d'Obama, la politique de Cameron, la politique des grandes banques de Wall Street, de la City, va exactement à l'opposé de la cause de l'humanité et nous entraîne vers une guerre, faute de pouvoir réunir les conditions de la paix. Alors justement, vous avez parlé tout à l'heure de la Russie. Vous avez lancé l'opération Mistral. Pourquoi? Parce que j'ai dit, voilà, il faut s'en sortir, hein. Et la porte de sortie serait à l'époque, maintenant c'est un peu peut-être dépassé, mais je ne crois pas, ce serait de dire, voilà, ce Mistral, on peut pas le livrer aux Russes tel quel, on peut pas non plus ne pas le livrer. Donc il faut une autre solution. Et les Mistral peuvent être transformés en hôpitaux, très bien, avec plus de 40 lits à bord, et les hélicoptères. Donc avec un hôpitage mixte franco-russe, il faut l'envoyer au large de l'Afrique pour aider à combattre Ebola. C'est quand même formidable que les gens qui aient vraiment combattu Ebola,
qui soit soucié de défendre la vie des Africains, soit un, Médecins sans frontières, c'est une organisation non gouvernementale, et deux, les Cubains, qui, au niveau de leur développement, de leurs moyens, ont envoyé plus de monde que tous les autres pays au monde. Alors, je voudrais avoir, avant de terminer, un avis sur cette chute du pétrole qui n'en finit pas, bien que le consommateur n'en bénéficie pas tout à fait encore. Hein. Alors, il y a deux choses. Oui. D'abord, la demande mondiale, il y en a pratiquement peu, moins, puisque le pays se développe pas. On est arrivé à une situation où l'univers transatlantique se développe pas. C'est en fait, en économie réelle, 0% en Europe et presque 0% aux États-Unis. Donc, il y a ce problème de demande. Après, il y a la volonté des États-Unis, probablement l'Arabie Saoudite, de dire c'est une arme contre les autres pays. Contre la Russie d'abord, puisque la Russie dépend du pétrole à 60-65% pour ses exportations. C'est une arme contre la Russie. Et c'est aussi une arme contre les autres émergents qui veulent développer le pétrole. Et contre les États-Unis qui développent aussi ces énergies fossiles. Les États-Unis, de leur côté, développent l'huile de schiste, comme on l'appelle, le gaz de schiste, et puis les sables bitumineux avec les horreurs écologiques qu'on fait au Canada. Donc, il y a tout ça. Et les États-Unis espèrent devenir un émirat à nouveau du pétrole, comme il a été dit. Mais en réalité, là, c'est une escroquerie, parce que ça ne peut pas durer longtemps. Vous savez qu'un puits d'huile de schiste, de pétrole de schiste, ça produit pendant 3 ans. Après, ça produit plus. Donc, on est obligé d'en faire, et c'est même plus rentable. Donc, cette chute aujourd'hui... Cette chute va toucher aussi les États-Unis. Voilà. Donc, va toucher aussi les États-Unis. C'est-à-dire qu'ils se tirent une balle dans le pied. Mais les intérêts financiers, eux, s'en fichent. Ils s'en fichent. Ils se disent... Après tout, l'économie réelle, c'est secondaire. Ce qui est important, c'est de garder nos réseaux, soutenus par des services de renseignement, et garder notre pouvoir. Alors on vous dit, oui, dire ça, c'est conspirationniste. Pas du tout. C'est une politique affichée au grand jour. Ce que disait un journaliste est très intéressant, parce que si on ne le voit pas, c'est qu'on ne veut pas le voir. C'est un journaliste britannique, anglais, qui s'appelle John Pilger Basts, qui nous dit, voilà, en son temps, Edward Bernays, dont je vous avais parlé, disait que la propagande, c'était le gouvernement invisible. Eh bien, aujourd'hui, c'est le gouvernement et c'est tout à fait visible, ce qu'on ne veut pas le voir. Voilà. Et on gardera votre leitmotiv aujourd'hui, Jacques Cheminade, battons-nous pour la France dont le monde a besoin. C'est bien ça. La France, avec les BRICS, avec le développement économique, et à la fois la France défendre la nation. C'est Tony Blair qui avait dit « c'est la fin de Westphalie, c'est la fin de la nation » dans un fameux discours de 1999. Il faut aller au-delà et montrer la nation du futur. Il n'y a pas d'issue qui ramène au passé. La nation du futur, c'est une France qui est une idée et une France qui va vers le monde. Merci Jacques Cheminade d'avoir été avec nous.